Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Chers amis, on vous souhaite la bienvenue. On est très heureux de vous accompagner jusqu'à 20h avec Philippe David. Oh, that's very American. Oui, puisque nous allons parler de l'International. Oh, that's great. Yeah, Mrs. de Ménibus. Yes, Mrs. de Ménibus. Cécilia, ça vous va bien, je trouve. Cécilia, ouais. Ça rappelle une chanson. Ça rappelle une première dame, surtout. Ah oui, mais c'est absolument. Oui, aux États-Unis, en France. Oui, je ne suis pas. Je tiens à vous le signaler. Vous pourriez. Oui. Mais même être présidente, moi je dis. Mais puis-je choisir mon mari? Parce que là, c'est possible. Ah oui. D'accord, ok. Ok, donc vous pouvez nous rejoindre un petit peu partout, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, cette plateforme d'opinion et de débat. Et bien entendu, vous abonner à notre chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Et on est ravis de vous accueillir et d'accueillir Françoise Degois qui est avec nous. Coucou les amis, coucou. Ça va, Fanfan? Ça va, la Fanfan va bien et la Ménibus. Moi, je suis très contente surtout de voir Cécile de Ménibus. Ouais, ça en vrai. Pas de vous. En vrai, de la voir en chair et en os. Depuis que j'ai dit qu'elle était prête à aller à la soupe pour un poste au gouvernement, elle n'a pas La apprécié. méchanceté dans votre dos, Françoise. Non mais lui il fait des trucs dans le dos et après il va t'expliquer voilà ce que j'ai dit dans ton dos. Voilà, c'est ça. Non, je l'ai fait au micro, mais c'est pas grave. Sans lui donner de droit de réponse, c'est ça qu'elle a. C'est délirant. Ah là là, et nous ne sommes pas seuls parce que Pierre-Yves Martin est avec nous, expert, consultant en entreprise. C'est consultant. Rien du tout. Bah non, on a un consultant en entreprise, d'entrepreneur. Bonjour, en tout cas, moi aussi, je suis très content. Je peux poser une question. Quelle est la nature et de ce bronzage insolent encore? Je rappelle qu'on est quand même le 30 septembre. C'est parce que dimanche midi, il faisait super beau et j'ai déjeuné sur ma terrasse. Oui. Non, dans un jardin en Bretagne. Voilà. Tout le corps. Vous déjeunez. Alors, moi, je vous fais une petite proposition. On fait l'émission et vous parlez de votre vie privée à la machine à café. C'est une question de Françoise, c'est tout. Voilà, c'est ça. Allez, merci beaucoup, Françoise. Commencé à dire tout le corps, j'étais inquiet. Et on va revenir tout de suite sur un sujet très important puisque l'Ordre des médecins a recensé une hausse des violences de 26% par an et c'est tout de suite le grand débat. Le 25 novembre dernier, il y a un patient qui est rentré dans mon cabinet vers 16h30. Il est rentré en prétextant des problèmes de remboursement de la consultation de sa maman. Je me penche pour regarder au fait sur son portable. Et là, il m'a asséné un coup de tête qui m'a fracturé le nez, triple fracture du nez. Donc, j'ai eu 15 jours d'ITT, 3 mois d'arrêt de travail. Je suis toujours sous antidépresseurs depuis presque un an. Les vraies voix Sud Radio. Et donc c'est le témoignage du médecin de Drancy qui connaissait il a connu ce jeune garçon qui a 22 ans quand il avait 6 ans et il est venu lui casser le nez pour un espèce de petit différend. Et à cette question, faut-il la tolérance zéro pour les agresseurs de personnels médicaux? Vous dites oui à 95%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et pourquoi pas des peines de prison systématiques pour les agresseurs? Dites-le nous encore au 0826 300 300. Françoise. C'est insupportable, hein. Moi je pense qui sont les 5% qui sont pas d'accord avec cette idée, enfin, des gens qui je comprends l'idée qu'on ne puisse pas, comment dirais-je, rentrer dans une société qui serait tout sécuritaire, mais là écoutez, on parle de gens qui sauvent la vie des autres quand même, on parle de gens pour les policiers qui à un moment donné, tous les policiers sont pas des tueurs en puissance et certainement pas et en aucun cas et je veux dire la République elle repose sur la sécurité, elle repose sur un certain nombre de piliers et les soignants en sont. Comment est-il possible de tabasser un médecin? Comment est-il possible d'aller tabasser des pompiers? Comment est-il possible de tabasser des infirmières? Ça n'est pas acceptable. Et moi, je suis vraiment, alors là, c'est mon petit côté Ségolène Royal, hors de juste, je vais être plus méchante que vous, moi je suis pour l'exemplarité, c'est-à-dire que le premier qu'on attrape, eh bien, j'aime pas parler comme ça, mais en tout cas, le premier qui est reconnu coupable, vraiment, on assène quelque chose de dur, qui oblige les autres à réfléchir. Alors c'est ça, que le problème c'est qu'on dit la même chose depuis 20 ou 30 ans, que la République va être implacable, que la justice doit passer, mais quand on voit l'agresseur de ce médecin, il a été condamné, accrochez-vous bien, à 3 semaines de travaux d'intérêt général, c'est-à-dire rien, et 2 000 euros d'amende, dont on peut imaginer qu'il s'en exonérera en disant que... C'est beaucoup, 2 000 euros à 22 ans. Comme elles sont pas toujours payées, vous savez, les amendes, il y a que celui qui roule un peu trop vite ou qui dépasse le temps au stationnement qui a une voiture qui la paye, et encore pas dans tous les cas de figure. Donc le souci, il y avait eu une loi d'ailleurs pour sanctionner plus durement, si je ne m'abuse, les agresseurs de médecins, et certains députés avaient voté contre. Donc je rassure Françoise, c'est peut-être la France Insoumise, c'est peut-être
peut-être les 5% qui ont voté sur Twitter. Il n'y a pas forcément que la France Insoumise. Moi, j'ai l'intuition de comprendre un petit peu les fameux 5%. Parce que, quelque part, je suis d'accord avec l'exemplarité, avec tout ton propos, Françoise, mais quelque part, si on commence à classifier les populations, alors il y a des populations qui peuvent se faire agresser, puis d'autres qui peuvent se faire... Vous avez raison. Et peut-être qu'il y a les 5%, il y a ça derrière tout ça. C'est un commentaire sur Twitter, ça d'ailleurs. Non, mais vous avez raison dans ce que vous dites, absolument, sur l'idée qu'on ne peut pas classifier, que la République se découpe pas en morceaux. Je l'entends entièrement. Mais il y a quand même, comment dirais-je, il y a des professions qui doivent être sanctuarisées. Préservées, tout à fait. Ouais, on n'a pas le droit de vouloir défoncer un policier, un CRS qui fait du maintien de l'ordre. Je parle pas des braves et de la BAC qui sont pas du tout formés à ça et qui bien souvent font n'importe quoi dans les manifs, hein, quand même, il faut le dire. Non, ne dites pas ça, François. Non, mais en tout cas, qui font, écoutez, toutes les bavures, entre guillemets, tous les images de violence qu'on a, c'est toujours avec la brave et la BAC. C'est rarement avec les CRS. J'ai les CRS sont là pour, ils ont une formation, je suis pas du tout d'accord avec vous. Je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais moi je le dis. En tout cas, on ne peut pas, il faut sanctuariser les pompiers, par exemple. Il faut sanctuariser les pompiers. En plus, ils sont complètement crétins, les gens qui attaquent les pompiers. Le jour où ils ont une attaque, où ils se cassent la binette du haut d'un, je ne sais pas moi, d'un escabeau et qui sont à moitié pétés chez eux, ils vont pas être contents de voir arriver les pompiers. Non, mais la question qui Après, se pose... c'est le problème de l'uniforme. Il paraît que l'uniforme agite un peu plus certains. Pardon, c'est Philippe. sûr que l'uniforme du pompier qui vient... Si l'uniforme du pompier qui vient vous sauver d'un incendie ou du policier qui vient vous sauver d'une agression, ça sert de repoussoir... Oui, alors ça, faut les sanctionner encore plus durement. Mais le souci, finalement, c'est que la loi, elle existe. Coups et blessures volontaires, je crois qu'on risque 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Oui. D'accord ? Et ça a été renforcé par la loi de 2025, où on peut monter, selon la durée de l'ITT, je ne vais pas rentrer dans les détails, jusqu'à 7 ans de prison, je crois, et 100 000 € d'amende. Bon, peu importe. Mais pourquoi la loi n'est pas appliquée ? Parce que 3 semaines de travaux d'intérêt général, ça veut dire... Bon, le médecin, vous lui avez foutu une triple fracture au nez, bah tant pis pour lui, il aura un plâtre. Mais ça s'arrête là. Où est la réponse de l'État ? Nulle part. Parce que moi, je ne suis pas comme vous, je ne crois pas du tout au laxisme de la justice. Là, excusez-moi, une décision comme ça, elle est laxiste. Déjà, 3 semaines de travaux d'intérêt généraux plus 2 000 € d'amende, c'est beaucoup. Je ne suis pas une obsédée de la prison et des peines de prison. Je vous le dis également tout de suite. Quand je dis il faut une peine exemplaire, c'est pas forcément une peine de prison. Il y a toujours dans un jugement de justice, il y a toujours l'intentionnalité, la réalité des faits, etc. Quand on met un coup de boule à quelqu'un et qu'on lui fait une triple fracture du nez, il y a là une intentionnalité. On sait rarement pas exprès. L'intentionnalité, c'est de mettre un coup de boule, en fait. Voilà. Donc, est-ce que le coup de boule vous fracture le nez ou simplement vous fait une école ? Non, mais vous comprenez ce que je veux dire ? Moi, je veux pas de globalisation comme ça. Dans les cas les plus graves, je pense qu'on peut aller jusqu'à de la prison ferme, mais voilà. Moi, je ne sais pas l'histoire. Je suis pas persuadé que la sévérité soit une solution, parce que j'ai l'impression que la représentation de l'autorité n'est plus assuré. C'est-à-dire que ceux qui agressent les médecins, les pompiers, etc., ils ne reconnaissent plus le principe même de l'autorité en France. Donc du coup... c'est quoi la solution que vous proposez alors ? J'ai pas de solution. Je pense que le mal est beaucoup plus profond que ça par rapport à votre propos qui était de dire... Mais il y a un moment donné, il faut bien cadrer les choses. Malheureusement, même en l'accentuant, et même si la justice pouvait mettre en œuvre ces peines, ça réglerait pas le sujet parce qu'il y a un mal plus profond. On fait une petite pause, on revient dans quelques instants. Vous voulez bien entendu commenter aussi, vous êtes les bienvenus au 0826 300 300 et c'est Aude qui est avec nous aujourd'hui. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et aujourd'hui, autour de cette table, Françoise Degois et Pierre-Yves Martin sont avec nous et on revenait sur ces agressions de médecins et en tout cas de personnel soignant qui augmentent plus de 26% par rapport à l'année passée. Et je voulais revenir sur ce que je vous disais hors antenne, ce sont les départements les plus touchés. Ce sont en tout cas les départements du Nord et des Bouches-du-Rhône. Voilà. Donc je m'explique pas en tout cas ce qui est le cas et le document nous explique qu'en fait au début c'était les médecins généralistes souvent bien entendu les urgentistes, mais ça passe à des spécificités, les psychiatres, les cardiologues, les gynécologues, les pédiatres et j'en passe et des meilleurs. Ce qui veut dire que ça s'adresse à toutes ces
pas le médecin qu'on La figure agresse. du médecin classique, En plus, oui. notre médecin de famille. Souvent, ce sont des médecins de famille. Il y a une dégradation de toute façon qui est absolument générale parce que vous entendez le même phénomène chez les chauffeurs de bus et pas forcément sur des lignes dites populaires. Hein. Vous avez quand même des lignes de bus qui traversent vraiment les quartiers chics de Paris. Je pense à la 72 par exemple, qui traverse tout Paris le long des quais. Oui. J'ai discuté avec le chauffeur qui me disait il se fait agresser lui aussi continuellement. Ils ont Et- fait même des campagnes. bien sûr. N'agressez pas Bah, les il y gens. a des affiches sur les bus en ce Il y a moment. pas de, il faut pas être dans l'intuition. Il faut pas se dire en plus de ça que ces agressions sont toujours le fait, par exemple, de populations maghrébines ou de populations immigrées ou de Ça n'a rien à populations. voir. Non, mais c'est ce On que n'a je pas dis. dit ça. Ouais. Non, mais je sais bien Oui, que je- vous le faites pas, mais il est très important. Mais il est très important parce que vous savez qu'est-ce que c'est le réflexe pavlovien? Il y a un réflexe aussi pavlovien. Oui, c'est l'éducation, c'est pas les mêmes cultures, etc. Moi, j'entends ce genre de conneries et j'entends ce genre de Non, mais qui sont complètement hors du réel. Donc, moi, ce que je voudrais, j'interroge Cécile, quelle est la cause souvent des agressions? C'est ça qui m'intéresse en fait. Parce que le médecin tout à l'heure, c'était dingue, c'est un différent sur un remboursement, c'est Absolument. ça? Quelle Ouais. est la cause des agressions? Mais ça Désolé, peut être n'importe quoi. Vous allez à la pharmacie. Oui. Et donc, quand les gens, et c'est ce que je disais hors antenne, avec son sac Hermès, elle Ouais. arrive devant moi et qu'on lui dit, il y a 2 euros de prise en charge, en tout cas à charge pour vous, et que la personne commence à éructer en disant c'est scandaleux, je croyais que c'était gratuit. Et moi, j'ai été obligée d'intervenir en disant d'abord, rien n'est gratuit, madame, donc sachez-le. Donc, il y a bien quelqu'un qui paye ses médicaments, et elle part dans des trucs, voilà, des insultes, et voilà. Mais L'élément c'est- l'élément en fait, nouveau, c'est terrible, c'est terrible. L'élément nouveau, c'est peut-être que maintenant, personne n'accepte la contradiction. Ah bah, C'est ça, ça. c'est vrai aussi. Quand je sors de chez moi, Ah bah. je décide, je étant un individu collectif, je décide de ne plus avoir à accepter la moindre contradiction, la moindre contrainte. Zéro tolérance. Mais c'est ça. Zéro tolérance. Et Attends, vous nous on va au interrogez, standard. Françoise, sur les raisons profondes. Les raisons profondes, je ne les connais pas, si ce n'est la dégradation du modèle social. Mais ce que je perçois, c'est qu'il y a, avec le Covid, Ouais. une accélération C'est pas faux. du cocon, Allez. voilà. On part au standard au 0826 300 300 avec Thomas qui nous appelle de Saint-Marc. Bonsoir Thomas. Bonsoir, les vraies voix. Vous êtes lessivé, Bonsoir. non? Oh là là. Elle est. François, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas de vous, François. Ah, mais pardon, J'aurais pardon. jamais osé la faire, Si, celle-là. si, bah, moi, écoute, ça va. Hein, Jamais. Elle nous tendait la main. C'est Monsieur Wack, Thomas Wack. Bon voilà, on a fait toutes les blagues pourries. Thomas. Bonne soirée à vous. Merci, les vraies la prochaine fois. Non, allez Thomas, parce qu'on parle d'un On vous écoute, sujet c'est grave. sérieux. Ouais. Ouais. Et ben en fait, moi je vais vous dire, je suis fonctionnaire de police. J'en ai un petit peu assez qu'on sanctuarise toutes les professions. Les policiers, il faut les sanctuariser. Les profs, les juges, les médecins, les pompiers. En vrai, c'est l'être humain qu'il faut sanctuariser. On ne touche pas à un être humain. Infraction, sanction, terminé. Et je veux dire, et à un moment donné, à force de sanctuariser, c'est là qu'on se dit que pour les autres, peu importe ce qui se passe, puisque eux ne sont pas sanctuarisés. Non. Infraction, sanction, l'être humain, on ne touche pas, c'est protégé. Donc, on punit. Il faut arrêter avec ces bêtises. Mais Et non, moi, mais j'ai vous la- avez raison, parce que même les boulangers se font agresser. Enfin voilà, donc Mais non, mais on devrait sanctuariser. Vous avez raison, toutes les professions. Oui, on est en 2025, tout le monde se fait agresser tout le temps. Tout le monde, les stewards, Oui. stewards et des hôtesses de l'air en Dans les tenue avions. Air France. Alors ça, Ils n'osent même plus porter leur uniforme Air France en dehors de l'aéroport. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que Cécile, ça rejoint ce que Cécile disait sur une espèce de fantasme et la névrose de l'uniforme, on peut appeler ça comme ça. Est-ce que vous, puisque vous êtes fonctionnaire de police, vous ressentez ce que nous on ressent finalement, que tout cela procède en réalité d'une forme de dépression collective de ce pays qui est notée, on le voit avec l'augmentation des suicides, on le voit avec l'augmentation des consultations, on le voit avec le gouvernement qui met en place des consultations psy gratuites. Est-ce que vous ressentez finalement qu'il y a cette dégradation psychique quasiment collective et presque invisible en France? Mais ça se dégrade bien sûr, mais partout, psychique, économique, les gens sont pas bien. Les gens sont pas bien dans leur tête, ils sont pas bien dans leur pompe. Hein. Et, je veux dire, on est incapable de maintenir des gens de politique, au moins on va dire de qualité. Ils sont pas capables de se maintenir. Et nous, du coup, derrière, on empathie. Donc les gens, ils sont pas bien, on n'est pas bien dans nos potes. Donc forcément, derrière, plus d'anxiété, plus de nervosité. Et vas-y, hein, le moindre truc, c'est parti. Donc vous dites vous que la société est abrasive en fait. Moi c'est ce que je ressens, mais après. Et vous qui êtes fonctionnaire de police, vous avez déjà eu
pour venir, on ne sait pas dans quel service de police vous êtes, mais qui est venu porter plainte auprès de vous. Vous avez été porter secours à des personnels médicaux agressés déjà? Alors, personnel médical, non. Alors, je leur ai pas porté secours, ils m'ont rien demandé. En revanche, dans le cas où on a amené une personne qui devait être hospitalisée, qui était violente, il a fallu bien entendu qu'on intervienne. On est arrivé au centre hospitalier de Gonesse, aux urgences, avec un homme qui était dans tous ses états, et forcément, on arrive là la nuit, et c'est la misère, quoi. C'est la misère, il y a personne là-dedans. Et du coup, il faut leur filer un coup de main parce que ils sont incapables de le gérer, pas parce qu'ils sont pas bons, mais parce que physiquement, ils ne peuvent pas le faire. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Ouais. Vous savez, j'étais ministre de l'Effectif cet été, là, dans votre émission, où il n'y a pas très longtemps, là, et j'avais des mesures. Si on les applique, j'espère que normalement ça devrait le faire. Hein. Ouais, mais il a raison. C'est vrai que là, non, en l'occurrence, ce gamin de 22 ans désolé, médecin à 22 de ans, Drancy, on n'est plus un gamin, et quand on fout un coup de boule à quelqu'un, on sait ce qu'on. Faut arrêter. Non. Alors bateau, on va être adolescent à 40 ans, faut arrêter. Moi, Philippe, vous savez très bien que je serai toujours en désaccord avec vous. J'aime pas ces généralités. À 22 ans, on s'écuse. On n'en sait rien, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête des gens. On peut pas avoir des jugements comme ça, parce que c'est les jugements. Mais ça, c'est la culture de l'excuse. Mais non, mais je ne suis pas dans la culture de l'excuse. Je vous dis juste que vous pouvez pas globaliser la vie comme ça. À 22 ans, il faut être comme si. À 30 ans, on n'en sait rien. En tout cas, c'est plus vrai. C'était peut-être vrai il y a 30 ans que les gamins de 22 ans devaient être comme ça, mais en 2025, en tout cas, c'est plus comme ça. L'âge, on tape pas sur les autres, et Thomas a raison. Merci beaucoup Thomas, en tout cas, d'avoir participé à cette émission. Et tout de suite, on n'y croit pas. Les vraies voix Sud Radio. Et avec nous Clément Barguin. Bonjour Clément. Bonjour Clément. À peine lancés, les trains de nuit Paris-Berlin et Paris-Vienne vont disparaître. Oui, relancés en 2021 et 2023, ces lignes devaient être le symbole de la renaissance des trains de nuit en Europe. Mais seulement, voilà, les lignes Vienne-Paris, Berlin-Paris ne circuleront plus dès le 14 décembre. C'est ce qu'ont annoncé hier la SNCF et la compagnie autrichienne ÖBB, en cause l'arrêt par le gouvernement français d'une subvention d'environ 10 millions d'euros. Pourtant, ces lignes connaissent un certain succès. Pas moins de 66 000 voyageurs en 2024, un taux d'occupation moyen de 70% selon la SNCF. Mais avec seulement 3 allers-retours par semaine, ces lignes ne sont pas viables économiquement sans subvention de l'État. C'est ce qu'explique la SNCF. Il faut dire que ces lignes sont bien moins rentables que les lignes de jour, moins de passagers à bord, plus de personnel de service, mais aussi plus de personnel de bord en raison notamment du passage de frontières. L'aventure n'aura donc pas duré longtemps. À peine relancées, elles sont déjà mises à l'arrêt. Une décision que regrette François Deletraz, le président de la FNOT, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, que l'on accueille sur Sud Radio. Bonsoir François Deletraz. Bonsoir. Bienvenue, donc vous êtes le président de la Fédération nationale des associations d'usagers et des transports. Comment expliquer finalement cette décision? Parce que j'imagine que lorsqu'on remet en route des trains, on se projette un peu dans l'avenir avant de déployer en tout cas ces trains. Oui, alors l'origine du train de nuit en Europe, c'est une origine très autrichienne. Hein. C'est Nightjet, une société autrichienne qui a lancé ça avec un certain succès vers l'Allemagne et un certain succès vers Paris avec son Vienne-Paris. Le problème qu'on a, c'est que il y a énormément de travaux sur les voies en France et en Allemagne et on n'arrive pas à faire passer un train tous les jours. Ah oui. Parce que la nuit, c'est pour éviter de gêner trop les voyageurs de jour, les TER, les TGV, etc., on fait passer les trains de nuit sur les voies classiques. Comme le fret, on les fait passer la nuit. Mais François Deletraz, ça veut dire que tout ça, ils ne l'ont pas anticipé ? Alors, l'ampleur des travaux en France a pas été anticipée. On le savait pas encore quand quand les Autrichiens ont lancé le Vienne-Paris. Ça, c'est une chose. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on sait pourquoi est-ce que les Autrichiens lancent des trains de nuit? C'est parce que le gouvernement autrichien subventionne le train de nuit sur la portion du territoire autrichien. S'il n'y a pas de subvention pour un train de nuit, il n'est pas viable. Oui, d'accord. Avec l'arrivée de Jean Castex, amoureux des trains de nuit. Ben oui, mais le pauvre monsieur Castex, ça changera rien. Vous savez combien le gouvernement français payait par passager qui voulait aller à Berlin? Non.
100 €. Ah oui. Non, mais moi je pense, voilà, enfin, je sais pas, est-ce que c'est une erreur de ma part? Moi j'ai grandi avec la palombe bleue, hein, c'est-à-dire le Paris Hyundai, bien sûr. Le Paris, donc on connaît Paris-Irun en fait, en réalité, et puis évidemment le Paris Vintimille, mais est-ce que c'est pas la fin des trains de nuit? Est-ce que au fond... Et le Palatino qui allait à Rome et tout bien ça. sûr, est-ce que c'est utile encore les trains de nuit? Je pose la question. Oui, alors c'est très utile pour les zones qui sont mal desservies. Donc il faut réserver les subventions qu'on veut mettre pour le train de nuit pour les zones qui en ont vraiment besoin. C'est-à-dire Briançon, la Tour de Carole, ouais, c'est ça. la Palombe Bleue, enfin pour des zones mal desservies. Sur Berlin, honnêtement, mettre tant d'argent. 100 € par personne, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Il vaut mieux mettre 100 € pour quelqu'un qui en a vraiment besoin. Absolument. Merci beaucoup en tout cas François Delétraz, président de la FNOT, la Fédération nationale des associations d'usagers et des transports. Merci beaucoup Clément Barguin. On vous retrouve tout à l'heure. Vous restez avec nous. Dans un instant, le tour de table de nos vraies voix. Françoise, de quoi parle-t-on? Je vais parler, je vais super m'énerver contre Rima Hassan, pas contre elle, contre le livre qui sort sur elle et qui dévoile sa vie privée. Je trouve ça lamentable en fait. Philippe David? Moi je vais parler des ingérences étrangères en France. Pierre-Yves Martin? Et moi de l'interminable attente de la constitution du gouvernement. Allez, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et on est là jusqu'à 20h les amis avec Philippe David. Ça va bien Cécile? Philippe David. Philippe David, une Cécile. J'essaie de vous le dire à chaque fois avec un accent différent. Ah oui. Bon, c'était quoi Allez-y. Bon, Philippe David. Philippe David. Vous savez que j'avais un de mes sosies au championnat du monde de la frite. Oui, ah oui. On va le mettre sur les réseaux sociaux. On a trouvé effectivement un Philippe David qui est champion du monde de frites. Non, il était candidat. Il n'a pas gagné, mais il était bien classé. Mais alors, par contre, c'était mon sosie. Vincent Ferniaud a mis ça sur un groupe WhatsApp de Sud Radio ce week-end. Moi, je vous ai vu, j'ai vu votre sosie au championnat du monde du cri de cochon à Cri-sur-Baïs. Vous connaissez? Toute mon enfance. Vous n'avez pas vu de sosie de Philippe David au défilé de mode de Chanel, par exemple? Non, vous ne l'avez pas vu, d'accord. J'ai vu un sosie de vous, par contre. D'accord, bien sûr. Mon Dieu, comme vous êtes. Mon Dieu. Allez les amis, tout de suite, plus sérieusement, le tour de table de nos vraies voix. Vous pouvez peut-être donner vos manteaux, on va passer à la table? Non, je suis pas d'accord. Ah mais là c'est sérieux. Philippe Bilger, vous pouvez pas être en désaccord, Philippe, avec Bilger. Alors je ne suis pas totalement péremptoire là-dessus. Ah bon? Vous savez très bien que j'ai raison et ça vous fait bien yesh, mais c'est la vérité. Le tour de table. De l'actualité. Françoise de Gois. On dit de ces trucs. C'est terrible, c'est terrible. Enfin, vous, hein. Il ne faut pas faire confiance à notre réalisateur. Oui, il faudrait lui couper les doigts. J'ai eu peur. J'ai eu une montée d'adrénaline. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Je ne sais pas. C'est parce qu'il fait du montage. Donc voilà, c'est pour ça. Montage, monter, couper. Excusez-moi, c'est un peu bizarre. C'est une blague, bien sûr. Il ne se passe rien. Je vais bien garder mes 10 doigts jusqu'à la fin de l'émission. Merci. Je suis sûre qu'il y en a qui ne servent pas. Bon, ça va être difficile de revenir. On va commencer par vous, Pierre-Yves Martin, parce que Ça y est, alors. non, mais c'est moins lourd que les deux autres. Sur cette interminable attente pour constituer le gouvernement. Je trouve l'attente un peu compliquée. Ça fait plus d'une vingtaine de jours. Et tout cela de manière un peu déconnectée par rapport à la réalité, notamment du monde du travail. Cette attente interminable montre que la haute administration est là, bien présente, et continue à piloter l'administration, les différents ministères. Et ce qui est un peu inquiétant, c'est que finalement, on ne se rend pas compte au niveau de notre vie quotidienne, de tous les jours, qu'il y a un ministre ou qu'il n'y a pas de ministre. Et donc du coup, ça repose la question de la pertinence ou de l'alignement entre les différents ministres, leur rôle et ce que les Français peuvent attendre. Et comme il y a une espèce de normalisation de cette incertitude, plus personne se révolte parce qu'il n'y a pas de gouvernement. Finalement, tout le monde s'en fout un petit peu. On l'a vécu tellement de fois. Exactement. Donc il y a une normalisation et c'est ça qui est inquiétant. Et pendant ce temps-là,
J'ai l'impression, je capte déjà dans le monde du travail que les ouvriers continuent d'aller sur leur site de production, les employés de travailler dans leur entreprise, les cadres, etc., etc. Comme s'il y avait deux mondes, un monde politique hyper déconnecté et un monde de la réalité du travail. Ça a quand même ralenti pas mal d'entreprises sur les investissements. Ça a surtout impacté la consommation et ça continue de le faire. Et cet enjeu de confiance m'inquiète beaucoup parce que je trouve que ça y est, le divorce est acté entre le monde du travail et le monde politique. Et que ça impacte des vies, notamment par rapport à la consommation qui n'est plus soutenue. Mais on nous l'a promis pour demain au plus tard, ça aurait été beaucoup plus vite que pour Michel Barnier, c'est 45 jours. Ah oui, mais bon, quand même, c'est pas un concours. C'est pas un concours. Je rappelle également qu'on est resté évidemment avec après les JO sans rien, sans solution politique. Il a étiré le temps comme une mozzarella, vous savez qu'on étire comme ça. C'est les montres molles de Dali, hein, là. C'est une jolie image. L'image de la mozzarella, je la connaissais pas. Moi non plus. Vous savez, on la voit bien. Vous avez faim, Françoise? J'ai une faim de loup, j'ai envie d'un spritz, vous voyez, là, sur une terrasse à Rome. Je sais pas pourquoi, ça me prend. Non, mais il a absolument raison, notre ami, parce que la réalité, si vous voulez, c'est que ça n'impacte pas que le monde du travail. Par exemple, les collectivités, aujourd'hui, les mairies ont des difficultés à faire des projections de budget, par exemple, parce que on n'a pas les dotations d'État. On voit bien que les administrations centrales sont au ralenti. C'est elles, en fait, qui font tourner le pays. Il y a la décision politique et après, il y a l'administration centrale qui applique. Donc, vous avez raison. Et là où je vous rejoins, c'est complètement délirant à quel point nous nous sommes habitués à tout. Ça devient... On s'est habitué à tout dans tant de domaines. On se rétrécit, exactement. On se ratiocine. On accepte, par exemple, les délires antisémite maintenant. Tout le monde se croit autorisé à dire que on accepte une défense parfois de Sarkozy qui est complètement délire. On accepte. Il y a une chose, il y a une forme de il y a une forme de résignation collective contre laquelle même moi je n'ai même pas envie de lutter. Le problème c'est qu'il y en a tellement que c'est compliqué de s'indigner systématiquement. Philippe Bilger, puisque vous n'avez pas la parole, je vous la donne. Philippe David. Philippe David. C'est pas grave. Prouvez-le. Je peux vous le prouver, ma chère Cécile. Alors oui, c'est sur les ingérences étrangères. On a arrêté en Serbie 11 personnes qui avaient mis des têtes de cochons devant des mosquées et qui avaient profané le mémorial de la Shoah. Alors, ils ont été arrêtés par la police serbe et ils sont poursuivis. On pense qu'ils agissaient sous les instructions d'un service de renseignement étranger. Alors ça pose la question des ingérences étrangères en France. Certains soupçonnent des ingérences russes dans ce domaine, mais c'est pour ça que quand il y a ce type d'affaires, personnellement, vous êtes tous témoins, je me garde bien de dire c'est un tel ou c'est un tel, parce que ça peut venir parfois de très très loin avec des ambitions impossibles à avouer. Et donc, ils ont été arrêtés. J'espère simplement, je ne sais pas si la France va demander leur extradition ou pas, ou quoi, ou qu'est-ce. Ils ont commis des méfaits en Allemagne également, un peu du même acabit. Donc, avant de réagir, toujours voir de quoi il en retourne. De déstabilisation. Oui, de déstabilisation intérieure, bien sûr. Tout ce qui fracture la société française. C'est absolument délirant et on est vraiment fragile. Hein. Nos démocraties sont vraiment... Et on est qu'au début, à mon avis. On est qu'au début et nos démocraties sont... allumette, ça flambe tout de suite. Bien sûr, c'était les croix de David, bien sûr, sur les maisons, etc. Les étoiles de David, c'était les mains rouges. Et c'est vraiment, on est vraiment fragile par rapport à ça, parce qu'on est des démocrates, donc il y a une forme de bonne éducation par rapport à des méthodes de voyous. Voyez, donc comment on garde notre hauteur de vue en tant que démocrate, tout en luttant efficacement contre des méthodes de voyous, c'est un vrai sujet. Françoise Degois. Méthode un peu de voyou, je le dis, parce que qui peut me soupçonner d'accepter ce qu'est Rima Hassan, si ce n'est que je ne lui conteste pas le fait qu'elle a été élue. Rima Hassan, tout le monde sait ce que nous en pensons, enfin, assez majoritairement autour de cette table. Par contre, je ne suis pas d'accord avec ce qui est en train de se passer, la sortie de ce livre, dont j'ai même pas envie de faire la promo, parce que je trouve que c'est tellement opportuniste en réalité. On réexplique, pour ceux qui n'auraient pas entendu l'info. Ce livre donne une explication, c'est ça, qui est induite une lecture, en tout cas. Une lecture de la vie de Rima Hassan, qui aurait été amoureuse d'un jeune homme
homme juif, ça aurait posé des problèmes terribles avec sa famille. Elle l'aurait vu en cachette, finalement, elle aurait rompu son histoire. Je ne supporte pas. Marianne en fait ça une. C'est Marianne qui en a fait ça une. Non, c'est Franc-Tireur qui en fait ça une. Rima Hassan amoureuse d'un juif, c'est Franc-Tireur. C'est insupportable en réalité. Comment Caroline Fourest et Raphaël Enthoven, qui, je ne suis pas d'accord avec eux, mais ont quand même une certaine hauteur de vue, peuvent faire ça? Est-ce qu'il est possible, si vous voulez, est-ce que ça rentre dans le logiciel politique de Rima Hassan, le fait qu'elle était amoureuse ou d'un David, ou d'un Moïse, ou même d'un Mohamed? Quel rapport? C'est insupportable. C'est-à-dire que, en fait, on emploie exactement les mêmes méthodes qu'emploie Rima Hassan. C'est toujours la même question. Est-ce qu'on tombe comme les autres à l'état de cailloux? Est-ce qu'on tombe dans le combat de boue comme eux? Ou bien est-ce qu'on garde une certaine hauteur et on arrive à combattre? Il y a assez de charges politiques contre Rima Hassan pour ne pas s'occuper de sa vie privée. Ça m'écoeure, en fait. Voilà, je voulais vous dire, juste ça m'écoeure. Moi, on a 40 secondes. J'avais fait un coup de gueule il y a quelques jours sur Nestlé en disant que j'étais contre la brigade des braguettes. Alors, si je suis contre la brigade des braguettes de la vie privée chez Nestlé, même chose pour Rima Hassan. Vous êtes d'accord? Ah oui, moi je suis d'accord aussi. Qui vous voulez. Entièrement d'accord avec François. Allez chercher dans les poubelles, et vous avez raison, c'est ce que eux font. Donc et la difficulté dans votre exercice, c'est que vous exprimez votre colère par rapport à ça, et en même temps vous faites sa promotion. Il y a un risque de faire sa promotion parce qu'on en parle. C'est extrêmement insupportable. Et je suis sûr en plus de ça, et je suis sûr que Rima Hassan, s'il m'arrivait le même genre de choses, ça ne m'arrivera pas parce qu'elle est une star, moi pas. Mais je pense qu'elle ne prendrait pas ma défense. Et ça, je le sais parfaitement. Si, c'est je ne dirais pas le mot star, hein, mais non, enfin, en tout cas, c'est quelqu'un d'hyper médiatique. D'identifié, en tout cas. Et ça n'est pas parce que les autres le font pas que nous, on ne doit pas le faire. Absolument. Allez, merci beaucoup, Françoise. Merci à vous. Vous restez avec nous dans un instant. L'info en plus. Lutte contre la fraude, transparence. L'assurance maladie va envoyer des mails aux assurés. On en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est vrai que moi, ça fait des années maintenant que j'écoute Sud Radio, et à chaque fois, c'est un plaisir de retrouver vos émissions du matin, de l'après-midi, du soir, c'est top. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Ça va, cher Philippe David? Ça va très bien, et vous, ma chère Cécile? En pleine forme. C'est sûr. On embrasse nos amis belges, parce qu'on les adore. Je ne sais pas pourquoi on fait toujours cet accent, mais parce en tout cas, ça... oui, c'est ça, puisque vous le dites. Excusez-moi, Françoise Debois, quand on a fait les jeux de mots sur Saint-Marc, on évite. C'était très bien, c'était très relevé, extrêmement fin. Évidemment, c'est pas notre livre. Là, je suis complètement lessivé. C'est ça. Françoise Debois est avec nous. Pierre-Yves Martin. Un jaloux. Bien sûr, regardez-vous dans une glace, vous verrez qu'un jaloux. 0826 300 300. Tout de suite, l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et Clément Barguin est avec nous, et c'est une nouveauté depuis quelques jours. L'assurance maladie vous envoie désormais un mail lorsqu'une dépense de santé est prise en charge, Clément. Oui, un mail qui vous invite à consulter votre compte Amélie avec comme premier objectif informer sans culpabiliser les assurés, car le tiers payant généralisé crée parfois l'illusion de gratuité totale. Résultat, personne ne regarde vraiment ces relevés et les anomalies passent inaperçues, souvent dans l'indifférence générale. Alors il y a aussi un autre objectif, lutter contre la fraude à l'assurance maladie qui a atteint 628 millions d'euros en 2024. C'est une hausse de 35% par rapport à l'année précédente. Des fraudes commises dans près de 27% des cas par des professionnels de santé malhonnêtes, ce qui représente près de 70% de ce montant de 628 millions d'euros. On parle ici d'actes médicaux totalement fictifs, facturés alors qu'ils n'ont jamais été réalisés, ou de surfacturation pratiquée en toute discrétion. Des anomalies qui devraient donc désormais être plus facilement repérables. Et pour en parler avec nous, on accueille Frédéric Bizard, économiste spécialiste des questions de protection sociale et de santé. Bonsoir Frédéric Bizard. Bonsoir. Alors, il y a ce que je viens d'entendre, cher Frédéric Bizard, et merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio, c'est de dire que les praticiens eux-mêmes fraudent. Oui, mais ça, vous savez, la malveillance fait partie de l'être humain depuis l'Antiquité, et que ça ne changera pas malheureusement. Donc les professionnels de santé sont des êtres humains dont une ultra-minorité fraude, mais il y a 99% et même plus de professionnels de santé qui sont parfaitement honnêtes. Ce qui est un des problèmes de cette mesure dont vous parlez,
qui globalement, on peut dire a priori va dans le bon sens, parce que rendre le citoyen vigie du bon usage de l'argent public, globalement, on peut être que d'accord. Sauf que là, c'est présenté sous une forme de lutte contre la fraude et non pas de prise de conscience que lorsqu'on consomme, même si c'est remboursé intégralement, on doit savoir ce que l'on consomme, ce que ça vaut, ce que ça coûte, etc. Et là, c'est dit, il faut pour lutter contre la fraude. C'est-à-dire que vous, citoyens, méfiez-vous du médecin ou du kinésithérapeute que vous avez visité, parce que peut-être qu'il a fraudé, allez vérifier. C'est ce qui est, à mon avis, encore une fois, plus instillé de la défiance que de la confiance. Absolument. La deuxième chose, c'est que ça fait un peu délation, vous savez, et bon, on compte sur vous pour... Bon. La deuxième chose, c'est que cette mesure montre une forme d'archaïsme technologique, puisque vous voyez le processus. On vous envoie des mails, il faut que vous vous connectiez sur un compte Amélie, qui est un compte 1.0, c'était les sites internet qu'on faisait il y a 20 ans. Enfin, aujourd'hui, vous êtes sur des notifications, vous devrez avoir une appli où, lorsque vous consommez des dépenses de santé, eh bien, vous recevez une notification, et si vous voulez aller regarder, vous allez regarder. Vous dites oui ou non, comme fait Apple, par exemple. Voilà, c'est ça. Enfin, faut vivre avec son temps, mais en fait, l'assurance... Et c'est une des causes profondes de la fraude, c'est que quand vous avez des prescriptions encore sur papier, des attestations de remboursement encore sur papier, tout ça favorise la fraude. Je vais prendre un exemple. L'Italie, depuis 2 ans, a constaté une baisse très forte de la fraude, pas simplement en santé, grâce à la généralisation de la facturation électronique. C'est-à-dire que donc, vous voyez que donc il faut un peu vivre avec ça. Et dernier point, allons à la racine du mal. Supprimons le tiers payant généralisé. Il faut du tiers payant lorsqu'il y a un remboursement intégral, mais qui ne doit pas être généralisé à tous les Français. Et supprimons le 100%, le zéro reste à charge pour les lunettes, pour les prothèses dentaires. On a vu une nouvelle offre très financiarisée apparaître avec ce zéro reste à charge, qui était une offre largement frauduleuse. Merci en tout cas de vos explications, Frédéric Bizard. Merci, économiste spécialiste des questions de protection sociale et de santé. Merci beaucoup, Clément Barguin. Et tout de suite, et si vous étiez ministre ? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et si vous étiez plutôt Premier ministre, quel gouvernement annonceriez-vous? Et c'est Domenico de Paris qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on a hâte, monsieur le Premier ministre, que ce gouvernement tombe. Alors, en matière de régalien, si vous pouviez nous proposer 3 postes et 3 profils. Alors, déjà, s'il peut ne pas tomber tout de suite, ça serait bien. Oui. Et alors, au niveau des ministères régaliens, on va prendre le ministère des Finances, sur lequel je vais nommer Sarah Knafo. D'accord. Oui. Et sur les 2 autres ministères régaliens qui sont l'Intérieur et la Justice, je ferai un super grand ministère, en fait, que j'appellerai tout simplement le ministère de l'autorité républicaine, à laquelle je mettrai à la tête Bruno Retailleau. D'accord. Et en sous-ministre, Éric Ciotti. Donc en secrétaire d'État. Secrétaire d'État, sinon il ne va pas tellement apprécier. Secrétaire d'État. Et ce qui permettrait de faire une union de la droite. En 2027, on fait 51%. On est élu au premier tour. Je mets Philippe David, ministre de la Culture, et Cécile de Minibus, première dame. Ah ouais, d'accord, ok. Première dame, mais première dame de qui, en fait? Je pense à votre... De Jordan Bardella, c'est ça? Non, première dame. Non, si je suis Premier ministre, je me présente en 2027. D'accord. Excusez-moi, Cécile, c'est une déclaration, là. Non, c'est une demande en mariage. Oui, ça va même plus loin, j'osais pas. La première dame, pour le mariage, on verra plus tard. Ah oui. D'accord. Cache pistache. Tu vois, en gros, c'était le trophée, quoi. La blondasse, c'est qu'on peut sortir à toutes les réflexions. On voit là-bas. Avec un CDD de 5 ans, et puis après, on verra pour le Non, mais vous avez pas tort, on se relâche après, c'est ça qui est pas possible. Juste un petit mot sur Sarah Knafo, par exemple, à l'économie. On a bien, oui, Sarah Knafo à l'économie, on se demande bien pourquoi. Oui. Je veux dire, elle est économiste comme je suis archevêque, mais j'entends tout à fait. En réalité, je comprends tout à fait de quel bord vous êtes. Vous êtes plutôt à droite en penchant. Mais pourquoi vous dites ça, François? Mais je ne sais pas pourquoi. non, mais je sais pas pourquoi. Mais donc, c'est son choix, tant mieux. Bon, je vois pas du tout pourquoi Sarah Knafo. Bruno Retailleau, quand on est de droite, s'impose évidemment à l'endroit où il est. Quand on est de droite, évidemment. Après, Sarah Knafo,
Arnafo, je sais que c'est la nouvelle égérie qui est complètement poussée notamment par toute la sphère médiatique que nous connaissons bien. Après, vous savez, les égéries poussées, la dernière fois, ça a été Zemmour, son compagnon. On sait comment ça a fini à 7% à la présidentielle. Ou Castet. Non, jamais personne n'a été poussé comme Éric Zemmour. Lucie Castet, tout le monde s'est foutu de Lucie Castet. Donc Zemmour, c'est quand même. Mais non, c'est Zemmour. Elle a été poussée dans le ravin plutôt. Oui, parce que voilà, là, vous avez pas Zemmour, été... c'était matin, midi et soir. C'est ce qui recommence avec Sarah Knafo et ça finira, à mon avis, de la même manière. En tout cas, Domenico, on réfléchit pour la première dame, pour le contrat pas fermé, le contrat de 5 ans. Voilà, et merci en tout cas d'avoir joué le jeu. Monsieur le Premier ministre, on vous souhaite une très belle soirée. Merci d'avoir participé avec nous. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Vous savez, en France, il y a une SPA, la Société Protectrice des Animaux. Je me demande s'il va pas falloir faire une SPA, la Société Protectrice des Aînés. Ah oui, d'accord. Vous comparez donc les animaux avec les aînés, vous. Je pense que dans certains cas, ils sont mieux traités que certains aînés. Allez, vous allez voir, c'est une étude terrifiante. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 20h. 0826 300 300. L'antenne est à vous. Et tout de suite, Thomas Binet, les incontournables de l'argent. Trade Republic, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir, présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné ce soir de Mathias Bassino, directeur des marchés européens de la néobanque Trade Republic. Bonsoir Mathias. Bonsoir Thomas. Mathias, on va parler des notations que les banques font de leurs clients pour les crédits. Oui, mais bien entendu, parce que les clients sont notés, il faut le savoir. Alors justement, ça fonctionne comment cette notation, Mathias ? Alors c'est pas comme à l'école. D'accord, on nous rassure. C'est pas sur base d'examen, mais effectivement, c'est un sujet qui est assez peu abordé d'ailleurs, mais qui est indispensable au moins une fois dans sa vie en général en France, c'est-à-dire quand on veut faire un crédit immobilier. Et là, on a des gens qui sont acceptés, des gens qui sont refusés, on a des taux plus ou moins élevés en fonction des emprunteurs. Et tout ça part d'un secret qui est relativement bien gardé, c'est-à-dire que vous êtes noté. Alors, plus précisément, c'est la gestion de votre compte qui est notée et la solidité de vos perspectives financières. C'est ce qu'on appelle un score, effectivement. C'est pas un mécanisme qui est nouveau du tout, le score de crédit. Qui est très développé aux États-Unis, où il est apparu dans les années 50, puisque le crédit est encore plus développé aux États-Unis. Et l'idée de ce score, c'est tout simplement de vérifier votre capacité à rembourser un prêt et d'établir la probabilité que vous remboursiez le prêt que la banque va vous consentir. Alors le fait est, c'est que donc nous sommes notés, vous venez de nous l'expliquer, mais sur quels critères se basent les banques pour établir ce score ? Alors ça dépend. Si on prend les États-Unis, c'est très encadré. Il y a des entreprises dont c'est le rôle de faire le score de crédit des gens qui sont autorisés à le faire. En France, c'est plus souple. Chaque grand groupe bancaire a sa formule. Il y a des initiatives qui ont été prises pour essayer d'harmoniser un petit peu ces scorings, mais c'est pas encore pleinement développé. Donc ça reste encore à la discrétion des banques. Et ça dépend de votre situation professionnelle, évidemment, le type de contrat, ça on le sait tous, CDI, CDD ou entrepreneur, etc. L'ancienneté dans le job que vous avez, le niveau de seniorité, votre âge, votre état de santé, bien sûr. Et puis les revenus, tout simplement, que vous avez. Si vous avez déjà un crédit et le taux d'endettement que vous avez déjà, c'est-à-dire combien vous devez rembourser de crédits existants par rapport à votre salaire. Donc, au premier abord, c'est des critères qui sont relativement simples. Mais évidemment, ça va un peu plus loin. Il y a aussi toute la notion de la dynamique de votre compte qui est souvent sous-estimée. Est-ce que vous êtes régulièrement à découvert ? Est-ce que vous avez des factures impayées ? Comment vous générez de l'épargne ? Donc la manière dont vous gérez votre compte bancaire est importante, elle aussi. Bon, on voit que c'est quand même assez simple et complexe dans la même minute. La première partie était assez simple dans ce que vous dites, mais dans le même temps, on voit bien qu'il y a un certain nombre de critères qu'il faut prendre en considération. Mais du coup, la question qu'on se pose derrière, c'est les conséquences, les effets de ce scoring ou ce score. Alors, l'effet le plus immédiat, c'est que la demande de crédit, si vous avez un score de crédit qui est faible, la demande de crédit peut être refusée. Si votre score est faible, vous pouvez avoir un taux plus élevé. Donc, avoir un bon score de crédit, c'est important pour avoir la plus forte chance possible que son crédit soit accordé. En 2024, c'était encore 34% des demandes qui étaient refusées. Et puis d'avoir évidemment un taux plus faible. Ça peut se travailler avec le score de crédit. Ça peut aussi se travailler en étant un client fidèle de la banque en question, en ayant des cartes haut de gamme, en ayant des choses comme ça. Alors la question que tout le monde se pose, en tout cas ceux qui nous écoutent, c'est comment peut-on faire pour améliorer ce score ?
le plus important, je dirais, c'est d'avoir une bonne gestion financière, c'est-à-dire d'avoir un compte courant qui démontre que vous êtes quelqu'un qui a pris son argent en main. Et donc, ça tombe bien, c'est utile pour vous aussi de prendre votre argent en main. Ensuite, bien sûr, vous avez la possibilité de faire appel à un courtier, un intermédiaire, dont c'est le métier, qui vous aidera à présenter votre dossier de la meilleure des manières et qui négociera pour vous le meilleur taux possible. Ne pas sous-estimer l'importance. Chaque point de pourcentage, c'est beaucoup d'argent. Bon, donc ce que je retiens de notre échange ce soir, c'est qu'il faut faire attention tout au long de sa gestion financière, quelque part. C'est bien ça? Bien sûr, c'est ça. C'est la régularité aussi qui récompense. La régularité. Merci Mathias. Et en termes de régularité, on vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, je retrouve dimanche matin dès 9h27 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Avec Trade Republic, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons Vraie Voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Bonsoir Cécile de Ménibus. Bonsoir Philippe David. Vous êtes dans une forme olympique ce soir. C'est-à-dire C'est-à-dire que vous êtes dans une forme olympique. C'est-à-dire que vous n'aviez rien à dire, c'est ce que vous avez trouvé à dire. Non, c'est que d'ailleurs vous avez dit du mal de moi, c'est pour ça que vous êtes dans la ça forme. m'étonnerait. Ça m'étonne. Moi je dis du mal de vous. Ah oui, tout le temps. Qui aime bien, châtie bien. C'est vrai, je dis du mal de Philippe David? Non, je ne dis que la vérité, Philippe. Ah bon, quand vous dites que je suis culbuto, c'est vrai? Non, c'est pas moi, c'est Françoise qui dit ça. Comment vous dire? Mais comment vous dire? C'est quand même un peu honteux de comparer François Hollande à Philippe David, quoi. Ouais, c'est pas bien de faire ça. C'est pas injurieux pour qui? Regardez dans quel sens je viens de le dire. Oui. Oui. Vous me prêtez un destin élyséen? Mais justement, non. Non. Oh la vache, elle est pire que vous. Mais faut pas chercher. Mais sur le trottoir. On adore vous tirer les cheveux, vous avez plus de cheveux, donc évidemment, forcément. Vous savez, dans la cour de récré. On est obligé de tirer sur autre chose. Mais je tiens à vous signaler qu'un homme sans cheveux est un homme avec beaucoup de testostérone. Oui. Je le dis ça, je dis rien. Ah oui. Et donc, ça lui a coupé le bec, Françoise, là. C'est Pierre-Yves qui fait la gueule. Ouais. Il a une chevelure absolument somptueuse, tu sais. En parlant de ça, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, en fait, de 34 875 villages, puisque c'est le nombre de communes que comptait la France au 1er janvier 2025. Pourquoi 34 875 villages ? Parce que ce coup de gueule va concerner l'ensemble de la France, des Flandres au sud de la Nouvelle-Calédonie et de l'Alsace à la Polynésie française, en englobant chaque hameau de la métropole et des Outre-mer. En effet, alors que ce sera demain la journée internationale des personnes âgées, le 3e baromètre sur la solitude et l'isolement des plus de 60 ans, baromètre réalisé tous les 4 ans par les petits frères des pauvres, fait à la fois mal aux tripes et honte. Pourquoi ? Parce qu'on y apprend que ce sont désormais 750 000 personnes de plus de 60 ans qui vivent en situation de mort sociale, une hausse de 42% en 4 ans. Les personnes en situation de mort sociale étant celles qui déclarent, je cite, ne voir jamais ou quasiment jamais d'amis, de parents, de voisins ou d'acteurs associatifs. Un chiffre qui nous met tous devant nos responsabilités. Je me souviens de ma mère atteinte d'un cancer et de la maladie d'Alzheimer qui a passé les derniers mois de sa vie en EHPAD. Le personnel était magnifique et dévoué et je n'oublierai jamais cette femme âgée qui le jour de Noël avait sa seule visite de l'année, dixit le personnel. Pourtant, ses enfants ne venaient pas du bout du monde, loin de là. Et n'oublions pas non plus que demain, ce seront peut-être nous, les personnes en situation de mort sociale. Je me souviens encore de la première fois où ma mère étant trop malade, elle s'est retrouvée à la salle à manger des personnes grabataires où je l'ai fait manger en lui disant « Ouvre la bouche, maman ». En mon fort intérieur, je me disais que 50 ans plus tôt, c'est elle qui me faisait manger en me disant que avec le temps, la roue tourne. Un jour, c'est peut-être chacun d'entre nous qui sera en situation de mort sociale, alors n'abandonnons jamais nos aînés grâce à qui nous sommes devenus ce que nous sommes. Ce n'est pas juste une marque de reconnaissance et d'humanité, mais une marque de civilisation.
Oui, c'est ce que disait Gandhi, c'est ce que disent encore les Japonais. On reconnaît le niveau d'une société à la façon dont elle traite ses aînés. Et c'est vrai que culturellement, par exemple, en France, en Italie, vous faites 2 heures de vol, et bien ça n'a rien à voir. Ouais, c'est-à-dire les personnes âgées sont quasiment intégrées à la famille. Regardez l'Espagne, le Portugal. L'Espagne, le Portugal, la Corse. Les pays Maghreb et aussi. Alors, et les pays d'Asie, c'est incroyable, par exemple au Japon, comment donc il y a quelque chose chez nous qui relève plus de l'égoïsme, je dirais, national. Et c'est vrai que ça me brise le cœur. Ma mère, qui est une dame qui a 90 ans cette année, eh bien, est en telle si grande forme qu'elle va chanter une fois tous les 15 jours à la maison de retraite avec des gens qui sont peut-être moins âgés qu'elle et dans un plus mauvais état. Et moi, ce que je comprends, c'est que dans les zones rurales, à mon avis, ou de montagne, puisqu'en l'occurrence, on parle d'Argelès-Gazost, eh bien, je pense que la solidarité est plus forte, en fait, que dans les villes. Mais peut-être que je me trompe. Pierre-Yves. Ouais, je ne sais pas s'il y a une distinction entre rural et urbain, mais c'est insupportable. C'est la vitesse de vie, en fait, dans l'urbaine, où on attend ça. Effectivement, on a une espèce de lâcheté individuelle et collective dans la relation qu'on a avec nos aînés. Et je sais que moi, ma mère est partie il y a une quinzaine d'années, mais mon père a 91 ans, je le salue d'ailleurs, et nous aussi. C'est pas évident de se fixer, alors il habite au fin fond de la Bretagne, mais c'est pas évident de se fixer un cap et une régularité pour aller le voir, etc. Ça n'excuse rien, mais c'est vrai que dans nos codes, dans nos valeurs, en 2025, la place des aînés n'est pas ce qu'elle devrait être. Surtout quand ils sont en forme, malheureusement pour eux. Moi, je vois que comme ma mère conduit, etc., je me dis, tout va très bien pour elle. En réalité, je pense que je la vois encore comme la femme de 50 ans qu'elle n'est plus, en réalité. Donc, ils sont un peu lâchés, nos parents, par leur propre vitalité. En ce qui me concerne, comme vous, Cécile, je pense que vous avez le même truc avec votre mère. Une mère incroyable. Oui. Une mère très active. Très vaillante et voilà. Mais même quand ils sont à l'autre bout de la France, et j'ai connu ça, un simple coup de téléphone. Mais oui. Ça n'excuse rien. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, Philippe, parce que moi je sais que quand je vais voir donc des amis de ma famille qui sont en maison de retraite, je vois bien la prévention. Mon premier réflexe, c'est la prévention en réalité, parce que qu'est-ce que ça dit aussi? Ça dit de nous qu'un jour on sera peut-être comme ça. Donc il y a aussi, il y a un spectacle qui n'est pas qu'on n'a pas envie de voir en réalité. C'est vraiment cacher ces vieux que je ne saurais voir. C'est exactement ça. Cacher ces vieux qu'un jour je serai. Enfin voilà, c'est ça. Et donc effectivement, comment on casse cet égoïsme en faisant tout simplement des efforts. Mais je constate que nos voisins italiens n'ont pas ce problème. Pas du tout. Ou même nos compatriotes. En tout cas, c'était une très belle tribune. C'était très bien dit, très bien écrit. Pour une fois. J'ai pas dit ça. Mais... moi je le rajoute. Vous permettez de faire une remarque à Françoise Dubois? Votre mère est une femme très bien, puisque vous m'avez dit qu'elle m'appréciait énormément. Je ne dirais pas la même chose de sa fille. Oui, elle aime beaucoup Cécile de Minibus aussi. Voilà, la preuve, c'est quelqu'un de très bien. Absolument. Elle a du goût. Elle a les aime bien. Elle a Lilibus, elle l'appelle. Elle est très très bien, cette petite Cécile de Lilibus. Et Philippe David, alors, et son cousin, je l'ai vu encore. Enfin, on parle de la vallée avec vous. C'est ça. La vallée Toy. C'est une dame de goût. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Allez, les amis, dans un instant, on va revenir sur ce plan de 20 points imaginé par Donald Trump, qui a, en tout cas, qui veut responsabiliser les dirigeants du Hamas. Et on va en parler dans quelques instants avec cette question, Philippe. Trump est-il l'homme de la situation pour un processus de paix à Gaza? Eh bien, pour le moment, sur Twitter, vous dites oui à 74%. Vous voulez réagir? On attend vos appels au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus, Philippe David. Il était bien ce sujet sur les aînés, Philippe David, parce que ça nous replonge effectivement quand on a la chance d'avoir encore ses parents, ou on a eu la chance d'avoir des parents aimants, et de se dire que il faut vraiment s'en occuper. Oui, on parlait de nos mères incroyables. Mais je pense que c'est générationnel. On a une chance, nous les boomers, de notre âge, peut-être vous êtes plus jeune un peu, mais on a la chance en fait d'avoir des parents qui ont traversé la guerre en réalité. Et donc c'est cette génération-là qui est absolument géniale, qui vote, qui va voter quoi qu'il advienne, qui a bossé comme des fous. Où rien n'est grave finalement. Rien, exactement. Et donc on a cette chance-là encore, qu'on la garde longtemps. Exactement. Et ce coup de gueule que vous pouvez retrouver sur sudradio.fr, bien entendu. Allez, tout de suite la question de soir. On va revenir sur Donald Trump qui a fixé donc un ultimatum au Hamas, lui donnant 3 ou 4 jours pour répondre
répondre à son plan de paix pour Gaza. Oui, on vous pose cette question. Donald Trump est-il l'homme de la situation pour un processus de paix à Gaza? Vous dites oui à la majorité des 3/4, puisque vous dites oui à 74%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et c'est la question du soir. J'apporte mon plein soutien à votre plan destiné à mettre fin au conflit à Gaza, car il répond à nos objectifs stratégiques et garantira que Gaza ne représente plus jamais une menace pour la sécurité d'Israël. Une interview accordée à la BBC, Mustapha Barghouti considère ce plan qui marginalise l'autorité palestinienne comme une menace. S'il s'agit de contraindre l'autorité palestinienne à n'être rien d'autre qu'un sous-agent de sécurité pour Israël, qui continue non seulement l'occupation, mais aussi la construction de colonies illégales sur les terres de la Cisjordanie, détruisant par là même tout potentiel de paix et tout potentiel pour un État palestinien, alors cela n'est pas acceptable. Les vraies voix Sud Radio. Françoise, sur ce sujet, est-ce que finalement Donald Trump est l'homme de la situation? Alors j'ai envie de vous dire, ce n'est pas le problème de Donald Trump. Les États-Unis sont toujours l'homme de la situation. Vous savez très bien que nous ne jouons jamais l'Europe la partie dans les questions du Proche-Orient. Ça se règle toujours à un moment donné entre les États-Unis, l'État hébreu et l'autorité palestinienne. À l'époque, c'était évidemment Yasser Arafat. Et que ce soit Donald Trump, ce n'est pas pour enlever quoi que ce soit à Donald Trump, c'est les États-Unis qui jouent la partie. En revanche, ce qui est certain, c'est que le fait que la France ait engagé la reconnaissance de l'État de Palestine en entraînant la Grande-Bretagne, membre du Conseil de sécurité, et beaucoup de pays, évidemment, ça a fait un peu pression. Après, moi, j'entends tout à fait les récriminations de l'autorité palestinienne. Dans le plan de Trump et de Netanyahou, il y a bien sûr, on écarte l'autorité palestinienne. Alors, est-ce qu'on regarde ce qui nous arrange, c'est-à-dire le désarmement du Hamas, et le Hamas qui va être obligé de réagir parce que sinon il est isolé? Déjà, le cessez-le-feu et les otages. Déjà, cessez-le-feu et otages, c'est déjà merveilleux, c'est ce que je voulais dire. Et après, ben écoutez, on avancera en marchant. Mais ce n'est pas Donald Trump ou pas qui gagne la partie, c'est toujours de toute façon les États-Unis dans cette affaire. C'est les seuls qui peuvent faire bouger l'État hébreu, en fait. Alors moi, il y a un point sur lequel je suis d'accord avec Françoise et un point sur lequel je suis pas d'accord. Le point sur lequel je suis d'accord, c'est que c'est vrai, les Européens ne jouent plus aucun rôle au Proche-Orient depuis 1956 et le fiasco de l'opération de Suez. Et puis c'est la fin du mandat britannique en Palestine. Et c'est un peu plus tard, 56, le fiasco de Suez. En tout cas, la France joue encore au Liban, mais c'est tout, voilà. Mais très peu. Ouais. En revanche, les Américains, comme faiseurs de paix, je suis pas convaincu que ça marche, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas beaucoup marché. Le conflit au Proche-Orient, il dure depuis des décennies, ça s'est pas arrangé. Trump devait nous régler la guerre en Ukraine en 24 heures. Il est président maintenant depuis quelques mois, on peut le dire. Il n'a pas résolu le problème. Donc, est-ce que Trump peut faire des miracles? Là, maintenant, il veut le prix Nobel de la paix. Oui, si on lui donne, grand bien lui fasse. En tout cas, mais je ne suis pas convaincu que ça aura des résultats. Les seuls qui ont fait avancer, c'est vraiment la poignée de main Arafat 93. Après, ça a tourné quand même. Ça tourne parce que Rabin est assassiné. Et que, si vous voulez, ça tue l'espoir. Il est assassiné en plus par un juif suprématiste. Incroyable. C'est une douleur inimaginable, l'assassinat de Rabin. D'ailleurs, je vous rappelle que le 4 novembre. Ça fera 30 ans. 30 ans, il y aura de grandes cérémonies. Et moi, je serai très heureuse d'y participer parce que Rabin, l'assassinat fait partie, par exemple, moi, de ma formation journalistique et humaine. Parce que c'était vraiment, on a compris qu'on tuait la paix ce jour-là. Mais quand même, à la base, c'est Clinton. Alors je dis pas parce que c'est un démocrate. Ça aurait été un républicain, j'aurais dit la même chose. C'est toujours quand même les États-Unis qui arrivent à faire bouger les choses. Oui, Françoise, mais aujourd'hui, il y a une vraie distinction, c'est que les États-Unis sont dirigés par une personnalité qui n'a rien à voir avec les précédents présidents américains. Et que tout ce que, je rejoins bien Philippe, tout ce que entreprend le président des États-Unis aujourd'hui génère soit de l'échec, soit une pause, mais jamais de résultat concluant. Et qu'on est toujours dans une posture de bluff qui fait Obama, que pour pareil. moi... mais moi je vais pas défendre Trump, mais la réalité c'est que Obama pareil. Mais qu'est-ce qu'il a eu comme résultat, Obama? Au moins avec Obama, il y avait de la rondeur, il y avait du respect. Mais c'est pas vrai, il nous lâche en plein vol, il lâche François Hollande en plein vol quand on veut bombarder la Syrie, parce que la Syrie détruit ses populations et des gaz toxiques. On a besoin de l'aviation américaine. On lui demande, il nous lâche 24 heures avant. Il nous empêche en fait de mettre fin au régime d'Hafez el-Assad, enfin de Bachar el-Assad. Sérieusement, vous pensez que c'est mieux? Moi, je m'en fous parce que les États-Unis, entre Trump, Obama et Clinton, il y a
Pas de différence en réalité. Il y a une différence, c'est la posture et la capacité de Trump à toujours générer de la violence, de la confrontation en direct, en première ligne. Non, mais ça, je suis d'accord avec vous. Ce que les autres prédécesseurs ne faisaient pas. Mais la réalité... Et ça change. Bah alors, non, ça change rien. Là, vous êtes face à des terroristes, quand même. Mais ça change rien, en fait. La réalité, c'est que en géopolitique, si on met sur une ligne de temps toute l'intervention et l'action politique ou diplomatique, bah finalement, il y a peu de situations où il y a un vrai résultat. Voilà, quelque donc part. disons, si, il y a des résultats. Enfin, moi, je suis très fier, et ça aurait été un président de droite, j'aurais dit exactement la même chose. J'ai deux grandes fiertés, c'est quand François Hollande arrive au Mali, à Bamako, on sait qu'il va sauver l'Afrique de Boko Haram, on le sait tous, et de Daesh. Même si ça s'est mal terminé, mais là, il y est pour rien. Mais il y est pour rien, mais on est tous, je me souviens de la droite qui salue vraiment ce moment incroyable où la France résout véritablement une crise. Les États-Unis ont déjà résolu une crise. Moi, je suis fier que Emmanuel Macron fasse la reconnaissance de l'État de Palestine en mettant en plus en avant Israël. Il aurait pu dire les Israéliens. Non, il met pas Israël au banc des nations. Il est très compassionnel avec Israël. Il y a des moments où on peut être fier quand même. Voilà. Non, mais la question qui se pose, c'est quelle va être la réaction du Hamas. Le préalable, c'est la libération des otages morts ou vifs. Ouais. Et si avec 3 zones de recul de Tsahal, mais si le Hamas ne cède pas, évidemment, les 20 propositions, elles sont mortes dans l'œuf. Je suis d'accord avec vous, mais est-ce que le Hamas, excusez-moi, juste un mot, le Hamas, on peut dire d'abord, il est démantelé militairement. La guerre de Netanyahou n'a plus aucune raison d'être. Le Hamas est démantelé. La question du Hamas, c'est il est à son heure de vérité. Est-ce que le Hamas peut continuer à être isolé à ce point? Moi, je pense que le Hamas va être obligé de céder. Allez, merci beaucoup. Allez, tout de suite, l'idée qui agace. Les vraies voix Sud Radio. Et Max Brisson est avec nous, sénateur LR des Pyrénées-Atlantiques. Bonsoir, monsieur le sénateur. Bonsoir. Je reprends votre phrase que j'ai trouvée assez drôle. Vous dites « J'enrage quand je vois les publicités de l'ADEME pour m'apprendre à nettoyer mes slips ». Donc, alors on a bien compris que finalement c'est l'ADEME, comme pas mal aujourd'hui d'organisations, sont pour vous inutiles. En tout cas, le Sénat pointe le fait qu'il y a beaucoup d'agences en doublon, mais surtout il y a beaucoup d'agences qui sont hors contrôle. Et à l'heure où les finances publiques sont en difficulté, sont exsangues, est-ce que vous ne pensez pas que des organismes publics ont autre chose à faire que de faire des pubs à la télévision pour nous apprendre comment on doit laver les jeans ou laver les slips. Ça signifie quand même quelque chose, hein, d'avoir une volonté d'intrusion permanente dans la vie privée des gens, une volonté de culpabiliser les gens, une volonté de leur dire comment ils doivent se comporter dans la vie quotidienne. On les infantilise, on les culpabilise. Et quand même, tout ça, c'est toujours une élite qui parfois se paye des vacances aux Maldives et qui prend l'avion, mais qui impose aux autres un mode de vie et une volonté de culpabiliser. Donc ces agences se mettent ce qui ne les regarde pas, elles sont hors contrôle, et aujourd'hui l'argent public est rare. On n'a vraiment pas besoin qu'il soit dépensé dans des choses pareilles. Moi, j'ai su depuis très longtemps comment je devais laver mes slips, et le nombre de fois j'ai besoin de prendre une douche. Mais moi, excusez-moi, je suis d'accord sur l'infantilisation. Moi, je me souviens de j'avais fait un coup de gueule d'ailleurs là-dessus, la canicule de 76. On nous disait pas toutes les 2 minutes à la radio, il faut boire, mais on n'était pas infantilisés. Et cette infantilisation permanente, j'ai l'impression que les autorités considèrent que nous sommes une cour de récréation avec des gens à peu près niveau intellectuel CE2, 8 ans, à qui il faut dire, tu te laves, après avoir fait pipi, tu te laves les mains, et ceci et cela. Mais les gens sont assez grands pour se gérer quand même. Je pense qu'on n'a pas... Le problème en plus, c'est qu'à l'école, on ne le fait plus. Non, mais je pense que... On devrait le faire. Bien sûr, vous avez raison, et je pense qu'on exagère aussi. Je pense qu'on ne voit pas à quel niveau aussi on parle à certaines personnes, parce que rappeler aux gens qu'il faut se laver les mains, pardonnez-moi, je vous le dis, moi je me lave en permanence les mains, j'ai même une maniaquerie, et tous ici, mais vous savez que c'est pas la pratique courante, vous comprenez ce que je veux dire? Moi je ne pense pas du tout que cette pub elle est infantilisante en réalité. Moi je pense qu'elle correspond à un moment donné à des besoins dans la population. C'est pas votre cas, cher ami, qui nous appelait évidemment. Non, Max. c'est monsieur le
sénateur. Non, monsieur le sénateur, pardonnez-moi, mais bien sûr. Mais on peut être ami et sénateur. Mais non, mais parce que mais c'est une formule diplomatique, cher ami. Vous savez, monsieur le sénateur, que dans le langage diplomatique, ça c'est un truc, c'est que quand vous commencez à vous donner du cher ami, en fait, il faut traduire espèce de débile en face. Donc c'est pas mon cas. Vous savez très le bien. problème, c'est quand même, c'est toujours les mêmes qui donnent des leçons et c'est toujours les mêmes qui les reçoivent. Mais c'est vrai. Est-ce que vous croyez que c'est idéologique? Un fossé entre les Français et les gens des métropoles contre le reste du pays. Moi, je suis sénateur d'un département rural, même si elle n'est pas des parties urbaines, et j'entends les gens parler. C'est comme quand on leur a interdit de rouler au diesel ou d'habiter dans des pavillons. C'est très facile quand on habite à l'intérieur du périphérique de donner ce type de leçons. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Comme hostilité. Et par ailleurs, excusez-moi de vous dire que l'argent public est suffisamment rare aujourd'hui pour qu'une agence qui est chargé des politiques publiques d'environnement ne fasse pas ce type de politique publique de bas étage. Excusez-moi, l'auteur de cette publicité devrait quand même un petit peu regarder l'état du pays et ne pas être aussi déconnecté et se dire que tout ça c'est l'argent public. Je suis pas sûr qu'avec l'argent privé, avec son argent à lui, il ferait la même chose. Je suis pas d'accord avec vous parce que vous pensez, vous vous adressez, parce que vous savez comment laver vos slips et vous savez vous doucher plusieurs fois par jour et vous brosser les dents. Je ne suis donc pas d'accord avec vous parce que nous ne sommes pas la France. Je vous le dis, monsieur le sénateur. Les élus, les journalistes autour de cette table, nous ne représentons pas la France. Je vous le dis, on représente 0,5% de ce qu'est la France. Je ne pense pas que ce soit en demandant aux gens de se laver les dents plus souvent qu'ils le feront. Oui, mais c'est important de les inciter. Oui, mais je pense qu'il y a un discours écologique. Bon, je vais laisser passer le sénateur. Attendez. Je vais voir la population tous les jours et je peux vous dire que ça fait rigoler les gens. Oui, mais pas que ça. Excusez-moi, il ne faut pas les prendre non plus pour des imbéciles. Je ne les prends pas pour des imbéciles. On n'est pas au 19e siècle. Monsieur le sénateur. Excusez-moi, monsieur le sénateur. Cher ami. Bien sûr. C'est pas tant le sujet pour moi des moyens financiers qui sont engagés. C'est sur le discours un peu moralisateur, écologique, donneur de leçons, sur lequel je vous rejoins assez bien parce que et c'est pas un sujet de Françoise a raison quand elle dit au quotidien. Il y a aussi une réalité du terrain. Peut-être que les gens oublient, peut-être qu'ils ont pas reçu la même éducation que d'autres, etc. Mais il y a un discours moralisateur qui est insupportable. C'est pas le rôle de l'État d'éduquer les gens, les amis. Si, parce que si, ça peut être le rôle de l'État d'éduquer les gens quand ça génère des problèmes. C'est pas aux profs d'éduquer les enfants, c'est pas à l'État d'éduquer. D'accord, ok, on n'est pas d'accord. Et puis moi, je suis pas d'accord pour. Moi, je suis d'accord en pleine pandémie en disant attention les gestes barrières. Hyper important. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Max Brisson était avec nous ce matin, sénateur LR des Pyrénées-Atlantiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Françoise Degois. Merci, Pierre-Yves Martin. On se retrouve dans un instant avec Philippe David. On va vous parler de la semaine des 4 jours. Bonne ou mauvaise idée, on va en parler. C'est dans les vraies voies de l'emploi. Et ce soir, n'oubliez pas Magali Berda à partir de 20h, invité Gama Labina. Jean-Philippe Tanguy sera aussi dans ce studio. La justice est-elle utilisée comme une arme politique? 0826 300 300. On en parle avec elle à partir de 20h, pardon. Absolument. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.